Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri comme tous les lundis à 17h. Bonsoir Richard, bonsoir à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver une fois encore. Alors au programme aujourd'hui plusieurs sujets, le complotisme et ses méfaits, les municipales à Paris, la commémoration de l'attentat du Bataclan. Ça fait beaucoup de sujets, on va essayer d'être de les traiter dans les temps de l'émission. Émission qui est courte. Alors, commençons par le complotisme. Mais avant de développer ce sujet et ses méfaits, le complotisme, on doit l'avouer, est très répandu dans nos milieux, je veux dire dans les milieux de droite, et ça porte un préjudice à nos idées et à nos idées et notre puis l'efficacité de ce qu'on essaye de faire politiquement. Exactement. Aussi. Mais ça existe aussi de l'autre côté. Hein. Donc on va commencer peut-être, Pierre-Henri, par l'affaire Epstein et Donald Trump. Oui, alors parce que je pense que la plupart des auditeurs connaissent le dossier Epstein, donc, qui était une espèce de milliardaire américain qui a été convaincu d'être un organisateur de parties fines avec des jeunes filles très souvent mineures, en particulier sur une île privée qui lui appartenait dans la mer des Caraïbes. Il était à peu près copain avec tout le monde, en particulier avec les Clinton, mais pas que, très loin de là. Et en fait, ça a donné lieu à une action judiciaire avec pas mal d'inculpés, dont sa femme, qui était la fille de l'ancien magnat des médias Herbert Maxwell, donc Ghislaine Maxwell. Et puis, il a fini par mourir en prison. Alors d'une manière qui est en effet un petit peu douteuse, parce qu'il s'est pendu dans sa cellule le seul soir où les caméras étaient en panne. Alors ça, c'est vrai que... c'est louche. C'est quand même un peu louche. Et là, les auditeurs pourraient nous dire que nous-mêmes, nous sommes complotistes, puisque nous mettons en doute la version officielle. Mais c'est comme tout, en fait. Et notre propos de fond, là, je vais en rester sur l'affaire Epstein, mais notre propos de fond, il n'est pas de dire qu'il n'y a pas de complot. Parce que ça a toujours existé, c'est aussi vieux que les théories du complot, les complots. Oui, exactement. Et il y a deux travers qui consistent à dire qu'il n'y a que des complots, ça c'est le complotisme, et l'anti-complotisme, qui est une espèce de revers de médaille ou de symétrique inversée, qui est de dire qu'il n'y en a jamais. Et ça, ce qui est tout aussi faux, en fait. Et donc Epstein, depuis sa mort, alors bien évidemment sa femme est toujours vivante et toujours sous le coup de multiples inculpations, le dossier Epstein a été un moyen pour les démocrates et pour les anti-trumpistes en général, d'essayer de mouiller Trump à plusieurs reprises avant sa deuxième réélection, donc l'année dernière, et puis au début de son mandat, au début de cette année. Et là, on en parle moins en France que lors de la première résurgence de cette affaire il y a 6 mois environ, mais depuis une semaine, il y a dans la presse et dans des médias souvent anti-Trump, des publications de mails et d'échanges de mails et de SMS attribués à Epstein qui seraient censés mouiller jusqu'au cou Donald Trump dans, bien évidemment, dans les parties fines semi-pédophiles qu'organisait Epstein. Et l'enjeu derrière, qui est réclamé en fait tant par des partisans de Trump que par des opposants, c'est la publication de l'intégralité du dossier avec paraît-il, la liste des clients Epstein. Mais tout ceci, en fait, est extrêmement flou. Ça fait des années qu'il y a des dizaines de milliers de pages d'enquêtes qui ont été rédigées par différents procureurs, des attorneys, ce qu'on appelle là-bas des attorneys, par des enquêteurs. Et derrière, en fait, bien évidemment, c'est une arme bien commode pour essayer de mouiller un adversaire politique, en particulier Trump, qui, comme nos auditeurs le savent, excite au plus haut point les haines déraisonnables. Il les rend fous. Il les rend fous. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les anti-trumpistes, en fait, qualifient très souvent les électeurs de Trump de complotistes, parce qu'ils sont bas du front, ils n'ont pas d'éducation, ce sont des beaufs, ce sont des rednecks, comme on dit là-bas. Et donc forcément, ce sont des complotistes. Et il faut reconnaître qu'il y a des complotistes, même assez givrés, parmi les partisans de Trump, mais ça ne représente pas forcément la majorité de son électorat. Mais chez les anti-trumpistes, le complotisme est tout aussi partagé, en fait, et tout aussi fréquent. Et il sert, en fait, c'est un instrument, le complotisme. Alors, pour les gauchistes, il y a le bon complotisme, c'est celui qui consiste à avoir la main de Trump derrière à peu près tout, ou la main de Poutine, parfois, même si la main de Poutine est souvent dans les mauvais coups, mais pas dans tous les mauvais coups, et c'est pas toujours la main de Poutine. Et puis, il y a le mauvais complotisme, c'est celui qui consiste à avoir la main des démocrates un peu partout. Donc, en fait, c'est une espèce de jeu et de match nul
Et puis derrière, vous avez le peu d'écho qui en est fait dans la presse française, qui est toujours aussi anti-trumpiste. Alors, on en a entendu un petit peu parler avec Patrick Cohen sur France 5, ou avec Laurent Saïm, qu'on a connu un petit peu mieux inspiré, vous savez. Laurent Saïm, qui est une journaliste soi-disant indépendante, spécialiste des États-Unis, et on oublie très vite qu'elle a été conseillère de Barack Obama. Alors moi, j'en profite, Pierre-Henri, du fait que vous citiez Laurent Saïm, Laurent Saïm, parce qu'il y a beaucoup de journalistes comme ça qui viennent nous expliquer de manière soi-disant très objective telle ou telle situation, alors que d'ailleurs en politique française aussi, alors que ou bien ils sont mariés avec un chef de parti politique français, ou bien eux-mêmes, ils sont militants. Eux-mêmes, c'est des militants. Alors, ou bien eux-mêmes ont eu une activité politique très militante. Et donc là, Laurent Saïm, voilà, est conseillère de Barack Obama. Donc lorsqu'elle parle, elle est la porte-parole du Parti démocrate. J'en suis désolé. Et donc, elle est où son objectivité là-dedans ? Il y en a une autre comme ça, c'est Bacharan, Madame Bacharan, Nicole Bacharan, qui vient nous raconter, nous faire son analyse sur les États-Unis. Alors que c'est une militante démocrate, mais acharnée. Non, mais en fait, tous les spécialistes, les quelques spécialistes, dont Nicole Bacharan, dont Jean-Éric Brana, dont, lui, on le voit un petit peu moins parce qu'il est un peu plus farfelu, un dénommé William Raymond, qui est un franco-américain, qui nous avait sorti la théorie d'après laquelle JFK, donc Kennedy, avait été abattu par un Français de l'OAS. Ce que tous les spécialistes du sujet... Je pensais par le grand-père de Trump, moi je me suis dit... ça aurait pu, qui devait être d'ailleurs dans l'OAS aussi d'ailleurs. Bien sûr. Mais tous les spécialistes à l'époque avaient dit que ça ne tenait pas debout et que ça se fondait sur des témoignages bidons. Bref, mais tout cela, tous les spécialistes qu'on entend dans les grands médias en France sont tous plus ou moins viscéralement anti-Trump. Alors avec des nuances... Mais parce que ce sont des militants. Mais ce sont tous des militants. Et donc Laurent Saïm se fendait d'un tweet, donc en suivant cette résurgence de l'affaire Epstein qui essayait de mouiller Trump, et Haïm disait qu'elle avait déjeuné ou dîné avec des personnages influents à Washington, et tous étaient unanimes pour dire que Trump était cooked. Évidemment, ça veut dire qu'il était politique du Parti démocrate avec lequel elle a déjeuné. Donc évidemment qu'ils vont tous être unanimes. Donc Trump était censé être cuit. Ça fait depuis 2016 que les adversaires de Trump nous disent qu'il est cuit. Allez, à 100, 200, 300, 400 reprises, à chaque fois, en fait, non, il n'est pas du tout cuit. On attend toujours, et puis on attend toujours la preuve qu'il a participé à des orgies pédophiles avec Epstein. Tout ceci ne tient pas debout, pour peu qu'on s'intéresse véritablement aux faits établis. Si c'était le cas, ça serait sorti depuis longtemps, on l'aurait empêché. Ils ont tout fait pour l'empêcher d'être élu. Si c'était le cas, ça serait sorti même avant 2016. Sorti, bien évidemment. Et ce qui est étonnant, c'est que maintenant, vous savez, tous les écrits restent, mais aussi les vidéos. Et vous avez quelques supporters de Trump un petit peu objectifs qui ont ressorti une vidéo pré-campagne de 2016, donc qui datait de 2015 dans un forum, je crois, d'un forum d'associations conservatrices, où Trump évoquait au micro l'île d'Epstein en disant que c'était un véritable caniveau et qu'il s'y passait des choses très douteuses. Et il avait même cité d'ailleurs le prince Andrew, qui est mouillé justement dans les poursuites de l'affaire Epstein. Donc est-ce que Trump, s'il avait participé lui-même aux orgies sur l'île d'Epstein, aurait été le premier à en parler en disant « Ouh là là, il s'y passait des choses très catholiques ». Il a tellement d'ennemis que ça serait sorti depuis longtemps. Tout ceci. Et alors tout ça pour en venir à notre premier sujet, qu'on va conclure peut-être bientôt, mais qui est on est nombreux, nous sommes nombreux, dans nos milieux, à ne pas avoir assez de discipline vis-à-vis de la rigueur intellectuelle et vis-à-vis de la vérification, et ne serait-ce que de la vraisemblance. Et ce qui amène parfois, par paresse intellectuelle, à colporter des faits qui sont complètement faux, inventés. Parfois ridicules. Et le fait de les colporter sans vérification, malheureusement, contribue à amalgamer ces ragots à notre combat global et donc à nous décrédibiliser. Exactement. Et c'est en cela qu'il faut discréditer complètement. Discréditer le message, qui est l'essentiel du message. Extrêmement prudent avec ce que l'on diffuse, ce que l'on transfère et ce que l'on véhicule. Alors, deuxième sujet, rapidement, sur la désinformation, je dirais plutôt que du complot, sur Crépol. L'affaire Crépol. Oui. Alors, c'est d'autant plus scandaleuse parce que ça, c'est une désinformation. Oui, c'est plutôt là, il ne s'agit pas de complot de la part de la gauche, mais ça, on qui est menée par la magistrature. Bien sûr, mais on est habitué à ça. C'est de la désinformation et de la manipulation. Alors, Crépol, en fait, vous savez sans doute que nous sommes de longue date des militants de l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, créée il y a presque 35 ans par Bernard Anthony, que nous saluons. Et l'AGRIF
Depuis, bien évidemment, la mort du jeune Thomas Perotto à Crépol, il y a 2 ans maintenant, c'était porté partie civile, puisque de nombreux témoignages, plus d'une dizaine, avaient fait état d'injures raciales anti-blancs, et anti-français, mais anti-blancs, de la part des jeunes racailles venus de la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère, et dont l'un d'entre eux a porté les coups de couteau fatal à Thomas Perotto. Mortel, il l'a tué. Tout à fait. Et cette qualification, en fait, de racisme, donc d'origine raciste de l'agression, n'a pas été retenue dans un premier temps. Un PV d'une experte enquêtrice a été globalement volontairement dissimulé dans un dossier où il n'avait rien à faire, parce que ce PV faisait état justement de motivations qui pouvaient être racistes, après à l'enquête de le déterminer ou non, mais la plainte justement sur le caractère raciste de cette agression et de ce meurtre ne peut normalement pas en droit être rejetée, et elle l'a pourtant été 2 fois en première instance. Et puis après, devant une cour d'appel, la Cour de cassation a donné raison à la griffe, mais sur le fond, non sur la forme, pardon, sur la forme, pas sur le fond. Elle a cassé la décision du tribunal, et donc la décision de nouveau, voilà, de non-recevabilité de la plainte, en gros, en acte raciste. Et donc, ce qui fait que la griffe va devoir retourner devant une cour pour présenter ses arguments. La cour d'appel. Devant une cour d'appel pour présenter ses arguments, pour faire recevoir justement cette plainte pour caractère raciste de l'agression. Mais au moment où ces informations sont sorties, à l'occasion d'un livre tout à fait tendancieux, rédigé entre autres par le journaliste du Parisien DQJ, tout le monde a compris en fait que c'était un étouffoir qui était mis sur ces injures racistes anti-blancs. Et en fait, cet étouffoir-là, c'est non plus, bien évidemment, du complot, parce que là, c'est un complot à ciel ouvert. Tout le monde comprend pourquoi. J'allais vous dire, ça ne marche pas. Enfin, ils essayent à tout prix d'étouffer ça, mais personne n'est dupe. Les Français ont très bien compris de quoi il s'agit. On a envie de leur dire, ne vous fatiguez pas, arrêtez de perdre votre temps. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, les Français ont bien compris. Et à telle enseigne que, donc hier, là, le dimanche 16 novembre, dans le Figaro Magazine, vous avez un article de synthèse qui a été fait sur cette question de la motivation raciste de l'attaque de Crépol, et l'un des experts, qui je pense est un professeur de droit qui est interrogé, déclare lui-même tout de go que visiblement il est tout à fait possible que le tribunal ait voulu éviter la récupération politique et éviter d'envenimer la situation en ne reconnaissant pas, en rejetant en fait une enquête, une investigation sur le caractère raciste des faits ou pas. Donc vous voyez en gros que on sélectionne ce sur quoi on doit enquêter en fonction de l'opportunité politique ou pas. L'inverse, bien évidemment, c'est-à-dire une descente de Français de souche dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, au cri de sale arabe, sale immigré, etc., aurait donné lieu à l'exact inverse. Beaucoup moins que ça. Et ce qu'a d'ailleurs essayé de faire la presse de gauche pour une histoire de fête du village en Corrèze ou en Creuse, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on grossit les faits, généralement. On les met en exergue. On va tout accentuer sur le racisme des Français contre les pauvres immigrés ou descendants d'immigrés. On fait une fixette sur ça. Là, en faisant abstraction de tout le reste. Ça ne peut pas exister. Et donc, le caractère qui s'ajoute en fait aux agressions, voies de fait, coups et blessures et coups mortels, ne peut pas être retenu parce que ce n'est pas opportun poétiquement et ça serait stigmatiser les populations immigrées, etc. Donc, c'est comme dans la fable de La Fontaine. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, selon que vous serez puissant ou misérable. Le problème, c'est que là, c'est selon que vous serez français de souche ou immigré. Exactement. Alors, pour conclure sur cette affaire, le complotisme, pour revenir au complotisme dans nos milieux à nous, on tenait tout de même aujourd'hui, ce soir, à répéter à nos auditeurs qu'il faut se méfier des sujets comme ça qui sont propagés sur Internet, qui sont complètement et qui n'apportent rien, qui ne sont pas productifs pour le combat politique. Les gens se font plaisir avec ça, mais ne se rendent pas compte le tort qu'ils portent à nos idées, à la progression de nos idées, à la persuasion que nous souhaitons auprès des Français. Ça nous fait que nous discréditer.
vais pas rentrer dans des détails de certains sujets, mais il y a aussi, je les mets en garde contre ceux qui propagent ces théories ou ces rumeurs qui, en général, n'y croient même pas eux-mêmes. Et je sais de quoi je parle parce que j'en connais quelques-uns. Ils n'y croient même pas eux-mêmes. Ils le font parce que ça leur apporte de l'argent. Oui. Et tout ça, quand ça ressemblait à une secte, c'est un fonds de commerce. Les gens rentrent montent dans le train, comme on dit. Ils alimentent ces gens qui se font un argent fou en faisant cette propagande à laquelle ils n'y croient même pas eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et puis, pour conclure et pour essayer de synthétiser, il faut toujours, alors au-delà de la discipline que l'on doit appliquer à chacun de ces sujets pour aller voir justement, vérifier et aller voir si c'est au moins vraisemblable, mais il y a une question de bénéfice, de rapport coût-bénéfice dans le combat politique, et ce n'est certainement pas en démontrant que Brigitte est un homme que l'on va sauver le pays de quoi que ce soit. Non, mais ni de on va juste remplir les poches de certaines personnes qui n'y croient même pas elles-mêmes. Ni de la décadence globale, ni du déclin politique, économique, social et démographique, ni de l'immigration et de ses conséquences dramatiques, et ni de ce qui semble être le destin à court terme de l'Europe. Donc il ne faut pas s'égarer dans ce qui est en fait un ensemble de lubies et un ensemble de fables pour se faire plaisir. C'est ça, exactement. Et moi, pour conclure aussi, je vais répéter la phrase que j'ai entendue dans la bouche de quelqu'un il y a très très longtemps, un propagandiste, je ne vais pas citer son nom bien évidemment, un propagandiste, c'était il y a 20 ans. Je lui ai reproché amicalement d'avoir écrit dans un livre des choses totalement inexactes. Il m'avait répondu avec un sourire, j'écris ce que mes lecteurs ont envie de lire. Ouais. Donc il m'a dit bien sûr que c'est faux, mais c'est ce que les gens veulent. C'est ce qu'ils ont envie de lire et je leur fais plaisir. Donc il ne faut pas se faire plaisir s'ils vont être efficaces. Non, et puis il ne faut pas alimenter des menteurs professionnels. Voilà, exactement. Alors, rapidement, les municipales, on va passer vite à Paris parce qu'on a déjà notre copine Anne Hidalgo, on a déjà dit ce qu'on pense d'elle depuis un certain temps. Ouais, moi, j'ai appris. On va faire une pause pour Bobino, après je vous en raconte une horrible. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Alors, Pierre-Henri, notre chère Anne Hidalgo, elle s'en va. Hein. Elle s'en va. Je rappelle aux auditeurs qu'elle ne se présente plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, hein, parce qu'elle a un successeur qui probablement est pire qu'elle. Mais, qui n'est pas... Souhaitons qu'il ne soit pas élu. Mais, qui n'est pas le futur maire. Oui, parce que quand je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas parisiens, et même si souvent ils peuvent venir à Paris, mais le bilan du maire de Paris, le bilan de Madame Hidalgo, c'est la capitale de la France extrêmement sale, envahie de touristes parce qu'elle en a fait un parc d'attractions, c'est Disneyland ou une fête naneuneux, dont elle est le PDG. En fait, ce qui l'amuse, Madame Hidalgo, c'est que sa ville soit un parc d'attractions dont elle est l'animatrice. Alors, un parc d'attractions, quand même, c'est un petit peu la maison hantée. On s'est violé. Voilà. Sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Non, mais pourquoi je vous dis ça ? Mais oui, mais c'est parce que chaque fois qu'on lui reproche quelque chose, elle dit « Ah, mais c'est pour les touristes ». Oui. Elle n'a pas compris qu'elle est le maire des Parisiens et non pas des touristes, parce que les touristes ne votent pas pour elle. Il faudrait peut-être... D'ailleurs, je suis étonné qu'elle n'ait pas donné le droit de vote aux touristes. Mais oui, mais en fait, ce serait une bonne idée, ça. De toute façon, vous savez que le droit de vote des étrangers est une vieille lubie, une vieille réclamation de la gauche et de l'extrême gauche. Voilà, ce sont des étrangers qui temporairement résident en France. Pourquoi pas, en fait. Oui. Faut faire mettre des urnes dans les hôtels. Dans la logique des choses, elle pourrait tout à fait aller jusque-là. Alors oui, on a appris, je voulais vous raconter une horreur, mais une horreur qui a un peu l'aspect de l'arroseur arrosé, on en parlait hors antenne. Il y a tout un immeuble historique avec une très belle façade de la place des Vosges qui va être transformé en HLM. Mais voilà. Pierre-Henri, je pense que l'arroseur n'est pas arrosé. Pas assez, peut-être. Non, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que derrière le terme HLM, parce que moi je connais les HLM des beaux quartiers de Paris. Ce sont des HLM, mais vous savez qui va résider dans ces HLM ? Les copains et les copines
des hommes politiques et des maires. Parce que vous savez, on a construit rue de Sèvres, donc je rappelle juste aux auditeurs que la rue de Sèvres, c'est une très belle rue qui est à cheval entre le 7e et le 6e arrondissement de Paris. On a transformé l'hôpital Laennec en petites villas et petits immeubles HLM superbes, avec un jardin superbe. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune personne à revenu modeste qui y habite. En réalité, les HLM dans les beaux quartiers et Place des Vosges, c'est probablement ça. C'est pour loger à bas coût les copains. Je rappelle juste que Madame Taubira, qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice, députée depuis je ne sais plus combien de temps, etc., réside dans un immeuble à la porte de Saint-Ouen ou porte de Clichy, je ne m'en souviens plus, en tout cas à Paris, dans le 17e ou 18e, qui est un immeuble social de la mairie de Paris. Alors j'ai envie de lui demander pourquoi ses revenus sont si faibles pour habiter là. Bien sûr que non. Et j'ai cité Madame Taubira comme je peux citer plein d'hommes politiques. Corbière aussi. Plein. Donc je suis sûr, malheureusement, que l'arroseur n'est pas arrosé, que cet HLM de la place des Vosges, très beau, va accueillir les copains de la mairie de Paris. Alors le successeur désigné pour l'élection, en tout cas municipale de 2026, est un dénommé Emmanuel Grégoire, qui va en effet plus loin qu'Hidalgo, et Dieu sait que c'est difficile sur certains sujets, en particulier sociétaux. Vous savez, on tombe jamais, le trou n'a pas de fond. On peut toujours creuser en fait avec l'extrême gauche. Mais alors a-t-il des chances, enfin des chances, des risques pour nous On dit que Madame Dati est plutôt favorite, mais dans tous les cas, je vais vous dire, face à ces gens-là, quel que soit le candidat contre eux, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tout est bon à prendre, parce que Paris est devenu dans un état lamentable. La circulation est devenue non seulement insupportable, mais il n'y a plus un seul policier dans la rue pour faire la circulation. Vous pouvez être bloqué pendant, et je pèse mes mots, pendant 3 heures sur un rond-point, sur un croisement. Il n'y a pas de saleté, insécurité croissante. Comment dire, bazar total dans la circulation, c'est-à-dire que vous avez des vélos, des piétons, des voitures, et tout le monde s'insulte, tout le monde vous avez c'est une espèce de jungle. Paris est devenu une jungle en fait. Et donc oui, il est temps que ça change. Malheureusement, je crains que quel que soit le remplaçant, qu'il ne puisse pas trop revenir en arrière. Parce que vous savez, parfois il y a des choses irréversibles. Parce qu'elles coûtent trop cher. Parce que cette dame a défiguré Paris à coups de milliards. D'ailleurs, on est surendetté à Paris. La ville est surendettée. Et revenir en arrière coûterait trop cher. 1 milliard, je crois, de dette. Oui, c'est vraiment... Qui a doublé depuis le début de son mandat. Plus que doublé d'ailleurs. Et donc, premier mandat. Je ne suis pas sûr qu'ils reviennent trop en arrière. Mais déjà, s'ils peuvent arrêter l'hémorragie, ce serait bien. Ça pourrait être pas mal. Alors passons au dernier sujet. L'attentat du Bataclan, donc les commémorations. On a entendu plein de choses, sauf un seul mot, Pierre-Henri. Islamiste. Oui, ou islam. Non. Ça n'existe pas, bien évidemment. Non, parce que très peu, en tout cas, on l'a à peine entendu. Comme il y a 10 ans, pas d'amalgame, bien évidemment. Et puis, cette espèce de slogan qui m'est tout à fait insupportable, je pense qu'à vous aussi, vous n'aurez pas ma haine. Parce que là, ça a été, à plusieurs reprises, lors de ces commémorations dont certaines parties étaient tout à fait entre le larmoyant et l'obscène, eh bien, il y avait cette rengaine, nous avons dépassé la haine, ils n'ont pas eu notre haine, etc. etc. Quel drôle de conception de la vie que de ne pas avoir de haine pour les gens qui ont tué vos proches, vos enfants, votre femme. C'est le cas d'ailleurs d'Antoine Léris qui a diffusé cette espèce de formule slogan en écrivant un livre dont c'est le titre. Quel drôle de conception de la vie, de l'amour. Et comme aime à le rappeler un de nos amis, professeur de philosophie Marc Froidefond, il est tout à fait normal et légitime de haïr ce qui est haïssable, en particulier ce que l'on appelle en théologie, en philosophie, le mal et toutes ses manifestations. Et puis, oui, pardon. Allez-y. Non, je vais vous dire une chose. Votre ennemi, celui qui veut vous tuer, si vous n'avez aucune haine pour lui, vous l'encouragez à continuer à vous tuer, vous comprenez ? Parce que quand vous dites non, ils n'ont pas eu ma haine, mais lui, il vous entend, que vous n'avez pas de haine contre lui. Il se frotte les mains parce qu'il dit c'est encore plus facile. Parce que ces gens-là sont suicidaires. Dans tous les cas, ils veulent commettre des attentats, tuer le maximum de monde. Mais lorsqu'ils se rendent compte que ceux d'en face ne veulent même pas se défendre, ils se disent mais c'est encore plus facile, allons-y. C'est tellement... On est dans cette situation où on veut pas c'est là où je vais en venir à l'affaire de l'islam. On veut pas nommer l'ennemi, ni le montrer du doigt, ni le reconnaître. Et donc à chaque fois
continuellement, même sur des chaînes de télévision qu'on peut qualifier de très à droite, vous voyez de qui je parle, même sur des antennes radio dites à droite, etc., j'entends toujours le même mot, radicalisé, ce qui ne veut rien dire que je sache. Abdeslam n'était pas un copain de Clémenceau, le parti radical. Parce que moi, non mais je plaisante un peu, parce que radicaliser, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, radicaliser? Radicaliser de quoi? Ouais, par rapport à quel référentiel de base? Pourquoi radicaliser? Parce qu'il applique sa religion? Parce que, bon, disons les choses. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport au Coran? Il n'a pas radicalisé le Coran, il l'a pris tel qu'il est. Hein. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un catholique radicalisé? Oui, je ne sais pas. Comme disait l'humoriste Gaspard Proust, c'est quelqu'un qui va embrasser tout le monde dans la rue, en fait, oui, parce qu'il suit radicalement le message du Christ. Si on suit l'évangile, le Nouveau Testament, si on est très radicaux, on se prend une baffe et on dit merci. Et donc, non, mais c'est vrai, parce que c'est chacun sa radicalité. Non, en réalité, le mot radicalisation est utilisé pour ne pas dire islam, pour ne pas dire que on se sert du Coran et de l'islam pour tuer des gens, parce que c'est ça la vérité. Et donc, on se cache derrière ça. Et donc, vous n'aurez pas ma haine. Autrement dit, je ne vais pas dire ce qu'est l'islam. Voilà, et en quelques mots pour conclure, ça devient aussi une espèce de stratégie complètement obscène que les avocats des terroristes, en particulier l'avocat d'Abdeslam, lui a suggéré pour essayer d'espérer sans doute une remise de peine. Bien sûr, et donc cet avocat déclare qu'il est prêt à rencontrer des victimes du Bataclan dans une démarche de justice restaurative. Mais enfin, dans quelle obscénité se vautre-t-on? Et bien évidemment, ça a heureusement donné lieu à des réactions plus qu'offusquées de l'avocate d'un collectif du principal collectif de victimes du Bataclan, qui a trouvé que c'était une manœuvre perverse et obscène de la part d'Abdeslam, qui d'après la DGSI est toujours un danger et radicalisé. D'ailleurs, son ex-femme qui allait le voir au parloir a été arrêtée pour préparation d'attentat. Absolument. Il nous reste moins d'une minute. Un seul mot sur Monsieur Nunez, qui, sur cette antenne, est accusé d'être un type, une personne de gauche. Et encore plus nul que son prédécesseur. Oui, mais nous au moins, on le dit depuis longtemps, contrairement à d'autres chaînes qui découvrent tout d'un coup que ce monsieur est de gauche. Ce monsieur, le mot islam, il a du mal à le prononcer, parce que je fais allusion à ce qui s'est passé... Comme l'estimation du nombre de clandestins en France, absolument. Il lui a fallu 4 reprises pour y arriver. Le dernier attentat qui a eu lieu à Paris, au couteau, il avait du mal, vraiment, il a fini par le prononcer, mais on sentait que c'était arraché de sa bouche. Voilà, cette émission est terminée. Et on se retrouve dans une semaine avec un invité particulièrement élégant. Merci, chers auditeurs, et bonne soirée.